Bonjour à tous les internautes, bonjour Monsieur Coatly. Bonjour Marc, bonjour à tous. On se retrouve pour ce dernier volet de la série des ouvertures consacrées à la variante Sveshnikov de la défense sicilienne, avec une partie qui oppose deux grands champions. Nous avons Judith Polgar avec les Blancs, qui est récemment revenue devant la scène, avec une partie parce qu'elle est à la retraite, Judith Polgar. Mais elle a joué en marge du tournoi des candidats, une petite partie amicale dans un jardin avec Carlsen, alors très détendu. Et il se trouve qu'elle a miniaturisé Carlsen. Donc cette partie a fait le tour du monde. Mais là, Judith Polgar, elle est en 2002, donc elle n'est pas encore à la retraite. Cette partie s'est jouée en 2002 et elle joue pas contre n'importe qui. Elle joue contre l'ogre de Bakou, l'ancien champion du monde, Garry Kasparov, qui a les noirs. Alors déjà, vous avez connu ces deux joueurs, je crois que vous connaissez mieux Judith Polgar d'ailleurs, non ? Alors, je connais bien les deux joueurs. Je connais bien Garry Kasparov pour avoir organisé son match avec Karpov en 1990. Ouais. Et bon, je les ai pratiqués. Côté, je dirais, scène, côté couloir, mais aussi en ayant joué avec Garry Kasparov. Et Judith Polgar, je la connais aussi très bien, car nous l'avons invitée plusieurs fois au Cap d'Agde. Elle est venue jouer en 98, et elle était venue jouer le championnat du monde de partie rapide. On l'avait invitée donc au Cap d'Agde en 2003. Et Judith a été la meilleure joueuse mondiale, et jusqu'à présent, son record de points Elo n'a jamais été égalé. N'a pas été égalé. C'est une joueuse tout simplement extraordinaire, qui a un jeu tactique aussi extraordinaire, et qui était dans les 10 meilleurs mondiaux dans les années 2000, 2002, 2003. Donc à ce titre, je pense que c'est la plus grande joueuse de l'histoire, et aujourd'hui elle est encore très très jeune. Judith, je crois qu'elle n'a que 46-47 ans, donc elle a arrêté depuis un moment, et elle s'occupe maintenant de promotion, d'éducation. Mais c'est vrai que le combat entre Judith Polgar, qui était un monstre des échecs, un monument, et Garry Kasparov, eh bien c'est quelque chose de superbe. Et voir Garry Kasparov jouer une Sveshnikov, c'est-à-dire que cette ouverture qui était plutôt boudée dans les années 70-80 par les très très forts joueurs qui pensaient qu'elle n'était pas très exacte, pas très précise, eh bien tous les grands joueurs l'ont joué, que ce soit Anand, Kramnik, Leko, Radjabov et même Kasparov. Et donc on va voir cette très très belle partie, on va voir comment Garry Kasparov joue avec les Noirs cette partie contre la meilleure joueuse mondiale de tous les temps. Très bien, eh bien vous nous avez mis l'eau à la bouche. Les Blancs jouent E4. Judith Polgar a donc les Blancs. C5, la sicilienne jouée par Kasparov. Cavalier F3. Cavalier C6, la poussée D4, l'échange en D4, tout ça c'est classique. Cavalier F6, on attaque le pion E4 qui est défendu par cavalier C3. Et E5, donc on repousse le cavalier. Dans la première vidéo consacrée à cette série, on avait parlé des retraits de cavalier en F3, en E2, en B3, on avait parlé aussi du cavalier en F5, et puis on avait conclu sur le fait que le cavalier B5, c'était le coup principal de la théorie. Donc cavalier B5 avec la volonté de rentrer en D6, soutenu par la dame, et donc ça va inciter les noirs à jouer D6 et à fermer la diagonale du fou de case noire. Les Blancs jouent fou G5, clouent le cavalier en F6, ce qui a pour conséquence d'ailleurs d'avoir une mainmise sur la case D5, la case centrale blanche. Mais le prix à payer est le cavalier B5 qui va se retrouver chassé au bord de l'échiquier. B5 menace la fourchette, et là, il y a deux coups. Soit cavalier D5 arrive immédiatement, soit la prise en F6. Et c'est la prise en F6 que choisit Kasparov. On avait parlé dans la troisième vidéo de cette série de la reprise de la dame, et qu'il valait mieux éviter, c'est le pion qui doit reprendre, parce que la reprise de la dame a l'inconvénient de laisser le cavalier blanc venir en D5 avec gain de temps qui va également viser la case C7, et ça va permettre aux blancs d'avoir plusieurs coups intéressants. Cavalier D5, dame D8, on peut chercher à jouer C4, voire à sacrifier le fou. Cette variante qui existe aussi, le sacrifice du fou contre deux pions, et les menaces de fourchette en C7. Donc sur fou prend F6, on ne va pas laisser aux blancs le gain de temps de cavalier D5, donc on reprend du pion. Et nous avons cette structure de la Sveshnikov, qui paraît pas très belle. Les pions doublés, la case faible, le pion arriéré, le pion isolé, la colonne semi-ouverte avec la pression sur le centre. C'est pas beau, mais on menace la fourchette. Alors les blancs viennent en D5. C'est pas beau, mais il y a du ressort.
Et on avait expliqué, vous aviez très bien expliqué ça dans les vidéos précédentes, que les ressorts peuvent être utilisés notamment par la poussée F5. C'est-à-dire que les pions doublés vont se dédoubler très rapidement avec F5 et avec l'attaque du centre blanc. Mais là, Kasparov, il joue fou G7. Dans votre partie, vous aviez également joué fou G7. Et vous aviez montré plusieurs fois que le coup cavalier E7 était perdant à cause de cavalier prend F6. Mat. Ouais. Pourtant, cavalier E7 est dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'on va chercher à jouer ce coup, mais après fou G7, pour essayer de débloquer la case D5, mais également soutenir la poussée F5. Les blancs jouent C3, c'est classique aussi. Ça permet de libérer la case C2 pour que le cavalier se recycle, puisse passer en E3, soutenir le cavalier blanc en D5 par exemple. Et les noirs jouent F5. Fou D3, et les noirs jouent cavalier E7. Avec cette menace de prise du cavalier en D5 qui détournerait le pion blanc du centre, qui boucherait la case, et qui permettrait au pion E5 tôt ou tard d'avancer en E4, de repousser le fou et de libérer la diagonale. Et si le fou G7 semble buter sur le pion C3, il y aura le coup B4 qui débloquera la situation. Donc les blancs prennent les devants et échangent le cavalier noir, pour ne pas laisser la possibilité au cavalier noir de prendre le cavalier blanc et de détourner le pion E. Là, Judith Polgar choisit petit roc, le coup cavalier C2 qui recycle, et maintenant on va faire appel à vos lumières, monsieur Kouatly. Parce que là, Kasparov, il joue un coup qui peut sembler étrange. Il joue F4. Alors, Kasparov veut éviter que le cavalier aille en E3 et ensuite en D5. Donc, en fait, il veut limiter les possibilités du cavalier. Bien sûr que le cavalier peut passer aussi par B4. Mais il a aussi d'autres possibilités. C'est qu'en ayant joué F4, eh bien, il va pouvoir rejouer, s'il le souhaite, plus tard, F5 ou D5 et à nouveau contester le centre des blancs. Avec la poussée E4. Avec la poussée E4. Si par exemple il prend, on pourrait essayer de... On peut jouer E4 et puis ensuite F5 et on a toujours ces pions qui sont un peu comme une épine dans le pied. Donc on a les deux possibilités, c'est-à-dire c'était soit le pion prend en F5, le pion blanc prend en F5, soit on a cette possibilité de jouer F4. Et Kasparov choisit cette poussée en F4 qu'il a certainement dû analyser, parce que Kasparov n'arrivait jamais les mains vides devant un échiquier. Il était connu pour beaucoup travailler. Il a toujours beaucoup travaillé les échecs, et il avait toujours plein d'idées dans sa besace, de nouvelles idées avec lesquelles il arrivait. Donc là, il joue F4. Oui, et puis vous parliez du chemin cavalier B4, cavalier D5, mais priver le cavalier blanc de la case E3, c'est aussi priver le cavalier blanc de potentiel contrôle de la case F5. Tout à fait. Et si le cavalier blanc vient en B4, il n'y aura pas cet accès à la case F5. Tout à fait. Et quand on joue F4, il y a aussi, on annexe de l'espace également à l'aile roi. Alors, il y a aussi sur cavalier B4 la possibilité de jouer fou B7. Et si jamais il y avait cavalier D5, fou prend toujours. Et sur pion prend, à nouveau E4. Voilà. Libère le fou, crée un duo de pions. Le pion E4, même s'il est attaqué, par exemple par des tours E1 avec des touages... Alors, si tour E1, il y a F5. Ouais. F5, je montre. Et si on veut jouer, soi-disant, F3 pour aller prendre ce pion, il y a dame à 7 échecs. Ah, magnifique. Et le fou est pris. Et le fou est pris. Voilà. C'est-à-dire il y a toujours des pointes, des petits pièges tactiques qui permettent aux noirs de s'en sortir. Donc, c'est jamais simple. Ça, dans votre troisième vidéo... dans la troisième partie, la troisième vidéo qu'on avait fait sur cette série, il y avait à un moment donné une séquence similaire. Bien sûr. La dame n'était pas venue en A7, mais elle était venue en C5 faire échec. Tout à fait. Et le fou restait en prise. Oui. Voilà. Donc c'est un coup thématique. C'est un coup thématique dans cette position. Donc Kasparov a choisi une autre manière de faire. Et Polgar joue très bien. Elle joue maintenant A4. C'est-à-dire elle joue sur la faiblesse parce que les noirs ne peuvent pas tout avoir, hein, sinon les noirs gagnent. Et là, elle joue A4. Elle attaque la structure des noirs et Kasparov, c'est très bien qu'il n'a pas une très bonne structure, il va falloir qu'il essaye d'attaquer à l'aile roi. Ah, il prend en A4 déjà pour désamorcer la prise en B5. Alors il faut très vite prendre parce que si jamais il ne prend pas, il y aura fou D7 qui défendra le pion. Voilà. C'est-à-dire il faut... quand les noirs prennent, les blancs doivent reprendre, absolument. Sinon il y a fou D7. Sinon il y a fou D7. Donc prise. Et là, dame G5. Alors, dame G5, évidemment, la dame se porte... aux abords du petit roc. Elle crée un vis-à-vis avec le roi. C'est dangereux ça, dame G5 ? Alors, dame G5, il y a une idée, c'est que Kasparov veut probablement jouer dans l'immédiat, il peut essayer de jouer fou H3, déjà.
Et si jamais, on peut remontrer, Si fou jamais. H3, sur dame F3, Il y a fou G4. et il y a fou G4 qui gagne la dame, par exemple. Voilà. Alors là, c'est au blanc de jouer, donc je peux pas jouer le Non, coup fou bien sûr, H3. bien sûr, bien sûr. mais- Non, mais ce que je veux dire, Ouais. c'est qu'il y a quand même de l'idée. Et Kasparov est aussi un joueur très tactique. Les deux sont des joueurs très tactiques, que ce soit Kasparov ou Judith Polgar. On a le summum des joueurs tactiques. Mais voyez, bon, par exemple, imaginons que les blancs jouent B4. Oui. Je sais pas si c'est un bon coup, mais c'est juste pour montrer la menace. Fou H3 avec la menace sur G2, et si les blancs veulent jouer dame F3 pour défendre G2 et attaquer le fou, ils se prennent fou G4 et la Tout à dame fait. est perdue. Et la dame est perdue, déjà. Donc du coup, Judith, elle joue F3. Oui. Elle veut solidifier les choses. On ne sait jamais, parce qu'en plus, là, la dame, elle peut pas trop bouger, parce que F3 pourrait arriver à un moment donné aussi, donc préfère jouer F3, stabiliser la position. Et là, fou F6 de Kasparov. Qu'est-ce que c'est que ce coup? Alors, Kasparov permet à sa tour de venir très, très rapidement. C'est-à-dire qu'en jouant fou F6, il montre déjà qu'il va jouer très vite roi H8, tour G8, et ça lui correspond bien, parce que c'est un joueur d'Est indienne, il joue avec ses fous, il attaque souvent le roi, et donc il a trouvé un schéma qui lui plaît, qui lui convient, avec le pion en F4. C'est des structures d'indiennes. Alors bien sûr, complètement différentes, ça n'a rien à voir, mais Kasparov va continuer son attaque, et il permet aussi à son fou de se recycler à travers la case D8, B6, et il ne faut jamais oublier une chose, c'est que, supposons, on va faire quelques coups un peu bidons, juste pour voir. Supposons que vous jouiez, disons, roi H1. Allez, on va jouer roi H8, juste pour le plaisir. On va jouer, allez, tour G1, tour G8. On va jouer cavalier E1. Pour bien défendre G2. Voilà, tour G6. On va jouer, par exemple, B4. Ah, j'ai compris ce que vous vouliez faire. Et là, maintenant, on va jouer dame H4. Ouais. Et vous continuez avec B5. Et bien, dame prend H2 échec, roi prend, et tour H3, tour H6 mat. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des schémas de maths que Kasparov a en tête. Je montre ça à dessin, bien sûr. Tous les coups qui ont été joués sont des coups bidons. C'est pas bon. Mais c'est pour montrer qu'il y a de l'idée. Et Kasparov a de la ressource parce qu'il sait que le roi blanc, il ne faut pas faire d'imprécision. Sinon, ça va aller très très vite. Oui, ben on le voit d'ailleurs avec roi H8, tour G8. On a tour et dame qui attaquent. Oui. Le fou qui peut venir H3, en H3, ça fait Oui. 3 pièces. Le fou qui pourrait venir en D8 et en B6, ça fait 4 pièces. Et la tour pourrait monter en G6 pour aller en H6, mais l'autre tour pourrait revenir en G8. Et finalement, toute l'armée noire Oui. peut se porter à l'attaque du roi blanc. Tout à fait. Alors peut-être qu'il y a des difficultés sur le flanc droit de l'échiquier, mais le flanc gauche, ici, est aux mains des noirs. Oui. Alors, les blancs ont joué fou C4. Bon, ok, fou C4. Et roi H8. Tour F2. Alors là, Judith, elle est méfiante, elle préfère surveiller le pion G2. Bon, avec cette défense latérale. Fou E7. On aurait pu s'attendre à un tour G8 rapide, mais peut-être que fou pour F7 déplaisait en fait. Hein. Là, les blancs jouent KD B4. Intéressant, attaque 3 fois A6, et le cavalier cherche à rentrer en D5, s'imposer dans cette magnifique case blanche centralisée. Mais Et là, c'est vrai que... le coup du maître, le coup du grand maître, le coup du champion du monde. On va inviter les internautes à mettre la vidéo sur pause. Est-ce que vous allez trouver le coup de Kasparov? Jouez-vous comme le champion du monde de l'époque. A tout de suite. Bon, alors, est-ce qu'ils ont trouvé? Vous pensez qu'ils ont trouvé? Je pense que oui. On a expliqué les thématiques et en fait, on a expliqué que les cases noires sont assez faibles chez les blancs. Et donc, il faut exploiter ça. Et comment on fait pour l'exploiter? C'est par un coup extraordinaire, à nouveau. Relativement thématique, mais c'est quand même extraordinaire de pouvoir jouer ce coup qui est D5, puisque cette case est défendue par la dame, le pion en E4, le fou en C4, le cavalier en B4. Et aucune Et pièce noire. Et il n'y a aucune pièce noire. Et on peut quand même jouer ce coup-là. C'est aussi ça la magie des échecs. C'est-à-dire que parfois, l'esprit triomphe sur la matière. Et c'est ça la beauté. C'est-à-dire vous avez un coup qui vient de nulle part. Et soudain, ce fou noir qui était, comme on dit, à la cave, qui n'avait pas d'avenir, eh ben, il va devenir un dragon. Alors c'est vrai que vous notez que la structure blanche est faible sur case noire. Alors c'est vrai à l'aile roi, parce qu'on s'aperçoit que les pions, la plupart des pions blancs se sont fixés sur case blanche. Et donc les pions défendent bien les cases blanches, mais du coup ils ne défendent pas les cases noires. Et les noirs sont les seuls possesseurs du fou de case noire.
c'est le déséquilibre matériel qu'il y a dans cette position depuis l'ouverture d'ailleurs, depuis que les Blancs avaient échangé en F6 leur fou de case noire contre le cavalier en F6 dans l'ouverture. C'était à ce moment-là, rappelez-vous, il y avait eu fou prend cavalier F6, ça avait déséquilibré le jeu de couleurs. Et maintenant, après T5, on a le fou de case noire, l'adversaire ne l'a pas, donc on doit chercher à le faire jouer. Cette poussée en D5 est vraiment magnifique. Comme vous le dites, c'est une case qui est surcontrôlée par les Blancs. Et en plus, les Blancs, ils prennent en D5 en attaquant la tour. Oui. Vous croyez que ça va effrayer Kasparov? Ça a effrayé Polgar. Et ça a effrayé Polgar, certainement. Elle attaque, elle a gagné un pion, et elle se dit qu'elle a des ressources en défense. Mais bon, Kasparov a bien sûr calculé, et il va jouer le coup fou C5. Soudain, la position s'est transformée. Mais complètement, elle a changé de nature, en 2 coups. C'est-à-dire, avant, on avait un fou qui était à la cave, et là, maintenant, on a un fou qui est à la lumière. C'est-à-dire, il attaque, bien sûr, il y a un clouage entre le roi et la tour. Alors, la tour est attaquée, Polgar n'a pas beaucoup de choix, ici. Si elle ne prend pas la tour, eh ben, elle va se retrouver avec une position très compliquée, elle va perdre la tour, et puis ça va être très vite fini. Donc, elle continue, et elle va faire fou prend tour. Et là, Kasparov joue un coup extraordinaire. Il profite du déséquilibre, du manque de coordination des pièces blanches. Il n'y a plus de coordination. Elles sont éparpillées, les pièces blanches. Et bien sûr, elles sont éparpillées. Il y en a une qui est en A4. L'autre il y a un cavalier qui est en B4. C'est-à-dire, tout ça, c'était pour le contrôle. Une tour clouée en F2. Une tour clouée en F2, un fou qui est en A8, très loin. Il y a juste une pièce qui essaye pour le moment de jouer, qui est la dame. Et là, on voit que Kasparov, d'un coup, en fait, il a 4 pièces qui jouent. D'un coup, comme ça. Vous voyez, c'est ça aussi la magie des échecs. Il a 4 pièces qui jouent. Et là, il menace échec et mat en jouant tour G8. Il menace dame prend G2, échec et mat, à cause du clouage. En 3 coups, la position s'est complètement retournée. Et la synergie des forces. Et Polgar n'a pas perçu la menace dans son ensemble. Et là, elle s'est fait avoir à son propre jeu, à vouloir prendre les pièces de Kasparov. Et là, elle va se faire exproprier. Parce que comment faire maintenant face à cette menace de mat en G2? Si les Blancs jouent dame F1 pour renforcer, oui. Fou H3, et on appuie là où ça fait mal. Oui. Alors, fou H3, on va juste regarder pour parce que c'est très joli. Sur roi H1, par exemple. Fou prend F2. On se retire la tour parce qu'elle est plus clouée maintenant. Tout à fait. Et sur pion prend H3, dame G1, échec. Ah, et sur dame prend G1, tour prend G1, échec et mat. Kasparov a une pièce de moins, mais il mate. Et donc, c'est le spécialiste de l'Est indienne qui sait comment attaquer, qui transforme cette position à son avantage et qui sait comment le faire. C'est-à-dire, c'est dame F1, c'était la seule pièce qu'il pouvait défendre, mais Kasparov a un schéma de mat et il l'a vu depuis un moment. Mat sur case noire. Voilà. Avec ce fou de case noire qui est revenu à la lumière. Magnifique. Donc, du coup, dame F1 n'a pas été joué. Mais on menace dame prend G2. Oui. Alors, si les Blancs jouent G3, on fait pion prend tout simplement. Oui. Hein. Donc, finalement, Polgar, eh bien... n'a pas le choix. Elle s'en va. Elle joue roi F1. Roi F1. Et là, fou prend tour. Fou prend tour. Et elle ne peut pas prendre. Eh bien non, parce que si elle prend, dame prend G2 échec, roi E1, et dame prend H2, tout bêtement, menace tour G1, échec et mat. Ah, terrible. Terrible. Sur dame E2, par exemple, juste pour donner une idée, tour G1 échec, roi D2, tour G2, gagne et on gagne la dame. On gagne la dame. Avec l'attaque qui se poursuit. Hein. Bien sûr. Donc, sur fou prend F2, eh bien, comme elle ne peut pas reprendre le fou, Kasparov, il a récupéré sa tour. Tout à fait. Il a récupéré sa tour, il a l'attaque, et donc maintenant... Et maintenant, il prend le pion G2. Donc, il récupère le pion D5 qu'il avait donné. Tout à fait. Et il a l'attaque. Ouais. H2, F3, les découvertes du fou, le roi blanc qui est exproprié. Alors, si jamais il y avait dame F1 maintenant, tout bêtement, dame prend H2 continuerait de la même manière, parce que sur... Tour G1. Sur dame prend, il y a tour G2. Il y a tour G2. Ouais. Voilà. Merci de le signaler. Donc, ici... Dame prend G2. Et regardez le roi noir. Il est intouchable. Il est... Sur case noire, il est intouchable. Tout à fait. Alors, roi D3. Fou E3. Bon. Fou D5. Dame prend H2. Ça, c'est pour faire jouer la tour. Hein. Oui. Pour qu'elle arrive en G2 ou en G1. Roi C4. Elle arrive en G1. Et c'est marrant comment Kasparov va prendre possession du camp blanc. Le roi blanc est chassé et il va prendre possession des premières et deuxièmes rangées. Maintenant, c'est la dame qui est chassée. Il n'y a plus que les noirs sur les rangées 1 et 2. Tout à fait. Dame D3.
Et regardez le contournement. Fou H3 menace maintenant Fou F1 qui gagne la dame sur le Tout cloal. à fait. Alors, le roi va en B3. Fou F1. Regardez, il y a plus de pièces noires dans les 3 premières rangées blanches que de pièces blanches. Tout à fait. C'est quand même magnifique. Dame C2, proposition d'échange des dames. Il va accepter. Il va accepter parce que la finale, il la considère comme gagnante. Oui. Dame prend, roi prend. Il va jouer roi G7 pour soutenir le pion, je suppose. Les blancs jouent C4. Ils ont un pion passé, mais difficile d'aller en C5 parce que le fou contrôle. Fou E2 pour attaquer F3 et menacer fou D1. Encore une attaque d'enfilade par l'arrière. Tout à fait. Donc tour prend A6. Oui. Fou D1 quand même. Roi D3. Fou prend F3. Cavalier vient en C6, va attaquer le pion. Et là, tour D1 échec. Le roi vient en C3. Et en fait, le pion ne peut pas être pris à cause de la fourchette en D4. Oui. Et donc, il joue fou G4 pour laisser le pion F avancer à dame. Tout à fait. Moi d'abord, il est en train de dire. Et Oui. le fou de case noire contrôle la case C5, donc Oui. le pion ne peut Ouais. pas. Et là, Judith Polgar prend en E5. Oui. Elle attaque le fou, mais le fou D4 arrive. Oui. Donc roi C2, fou prend, tour A7, ça attaque F7, tour A7. Et là, tour E1. Donc tour prend F7 échec, Roi G6. roi G6, C5, le pion passé, tour E2 échec, roi C1, F3 le pion passé. Fou C4 attaque la tour, qui vient prendre en E4 attaquer le fou. Fou D5, et tour F4 permet d'isoler le pion F et de lui permettre d'avancer, de l'isoler du retour de la tour blanche. Et là, les blancs abandonnent. Judith Polgar abandonne parce qu'en fait, elle ne peut plus rien faire contre la marche inexorable des pions noirs. C'est-à-dire, si elle fait tour prend F4, par exemple, Fou prend échec. Fou prend, échec F2. au roi. Alors, le roi est obligé d'aller en C2, parce que s'il va, par exemple, en En D1, on D1, avance il y a sur échec. échec, Ouais. et s'il va en C2, eh bien, il y a tout bêtement F2 sur fou C4 ou fou G2, il y a fou E2. Et après, on fait dame. Et on fait dame. Et le pion H va aller à dame. Et les deux fous noirs arrêtent facilement les pions blancs. Ouais. Donc en fait, c'est une belle partie magistrale de Kasparov qui Avec ce moment incroyable. D5. ressuscite son fou noir d'abord, dans Ouais. un premier temps, qui était une pièce de bois morte. Et soudain, elle est ressuscitée. Et à partir du moment où cette pièce est ressuscitée, eh bien, ça va aller très 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 vite. Parce que derrière, on s'aperçoit que l'attaque, elle est très forte. Et ensuite, quand Judith Polgar arrive à échanger, à limiter un petit peu la casse, eh bien c'est fini, parce que les pions noirs vont à dame, et la puissance de la paire de fous, et c'est aussi une des leçons de la Sveshnikov, c'est qu'il y a une paire de fous qui est hyper puissante quand elle peut s'exprimer, quand elle n'est pas bridée, quand elle n'est pas derrière les pions, et ça donne ce type de partie. Mais c'est vrai que Kasparov a joué ça magnifiquement. Polgar a bien sûr concouru, elle a permis, parce que c'est une très grande attaquante, et elle n'a pas vu le venin, elle n'a pas vu le danger arriver, elle a laissé faire, elle croyait tout contrôler, et Kasparov a réussi vraiment à faire une superbe partie, une superbe démonstration de la force des deux fous dans la Sveshnikov. Magnifique, magnifique combat, magnifique Sveshnikov qui va clore notre série sur cette ouverture. On se retrouvera bientôt pour de nouvelles ouvertures. On a vu la défense Grunfeld, on a fait une série, on a fait l'ouverture Orang-Outan. Là, on vient de travailler la Sveshnikov. Est-ce qu'on leur dit la prochaine série ou on garde le suspense? C'est à vous, Marc, c'est vous le maître de cérémonie. On garde le suspense. Au revoir à tous. Au revoir, Bachar. Au revoir, Marc.